années 70. Bien, à cette époque-là, ça s'appelait l'École des beaux-arts. J'avais fait un voyage d'été euh, comme une aventure de jeunesse pour venir rejoindre deux copains qui avaient obtenu un emploi d'été à l'Université Laval à Québec. Puis j'ai venu les voir, puis c'était l'été de l'Expo 67, c'était l'aventure, un truc de jeunesse. Et dans le foulée de tout ça, j'ai rencontré des jeunes étudiants et étudiantes en art, dont plusieurs travaillaient sur la rue du Trésor. Puis j'étais étudiant à ce moment-là à l'université dans l'Ouest, à l'Université de Saskatchewan. Puis j'ai pu discuter tant bien que mal parce que mon français était à peu près inexistant. Mais on m'a fait des efforts très charmants de communiquer avec moi. Et j'ai été fasciné par le style de vie que ces gens-là semblaient avoir à l'École des beaux-arts, qui était beaucoup plus orienté sur la pratique artistique que ce que je vivais dans le milieu universitaire dans l'Ouest, où l'art était abordé comme pratique, mais dans un contexte académique quand même. Et avec l'appui de mes parents et tout ça, j'ai décidé de transférer mes crédits de l'université ici à l'École des beaux-arts. Et j'ai fait mes 2 dernières années du programme de, de diplôme des beaux-arts ici à l'École des beaux-arts. Et dans tout ce processus-là, comme j'avais déjà quelques années universitaires, c'est 90, c'était l'année de transition des beaux-arts à l'Université Laval. Alors j'ai fini, malgré moi, avec un bac en art, parce que l'université reconnaissait mes études antérieures. Alors j'étais un des premiers bacheliers en art de l'École des arts visuels. Et là, tu as fait la maîtrise éventuellement. Ça, c'est beaucoup plus tard. J'ai travaillé, j'étais déjà professeur ici quand j'ai fait ma maîtrise. On m'a engagé en 73. C'était possible à cette période d'entrer à l'université si jeune. Je suis entré comme professeur assistant et j'ai enseigné pendant peut-être 6 ans avant que l'université m'offre la possibilité d'un congé de perfectionnement pour aller me permettre de répondre aux exigences de passer à professeur permanent. Et j'en ai bénéficié. Et je suis parti à Toronto. Je suis parti en 79. Je suis revenu en 81. Ouais. Si on Ouais. revient à la période des années 70, au moment où tu es jeune professeur, tu as Ouais. souligné que tu étais quand même assez jeune. Je pense que c'est assez généralisé. Il y avait plusieurs Ouais. professeurs assez jeunes. Ouais. Je pense que Essaie j'étais le plus jeune. de nous dresser peut-être un portrait du climat. Qui était là? Comment ça se passait, les ateliers? C'était une période vraiment foisonnante d'idées des années 70 à l'école. C'était l'arrivée, toute la transition de la formation Beaux-Arts à la formation universitaire. Il y avait une sorte d'ouverture institutionnelle à accueillir l'École des Beaux-Arts. Le programme auquel je n'ai pas participé, il faudra parler avec des gens comme Michel Parent, Marcel Jean, euh, Pierre Larochelle, et d'autres intervenants qui ont vraiment sculpté le nouveau programme, mais c'était une approche assez novateur, je crois, où on avait vraiment essayé de proposer une structure d'enseignement qui était plus basée sur une approche phénoménale de la matière plutôt qu'une approche basée sur une sorte de perfectionnement disciplinaire. Mais la structure était pas vraiment en phase avec la structure universitaire des autres disciplines, c'est-à-dire des cours à 3 crédits, et tout ça. Alors ça a eu pour effet de créer un programme relativement étanche. C'était très difficile pour quelqu'un dans un domaine autre, comme je sais pas moi, en philosophie ou en anthropologie ou quelque chose comme ça, de venir suivre un cours en art. Parce que Donc, ça avait l'avantage d'avoir
Ben, c'était intéressant pour nous, c'est-à-dire ça faisait très concentré, très dense comme enseignement, mais il y avait une difficulté d'ouverture sur des autres disciplines, ce qu'on favorisait d'ailleurs, en principe, c'est-à-dire qu'on voulait que la pratique soit infléchie ou par d'autres domaines de questionnement et de recherche. Mais dans les faits, c'était très difficile de concrétiser ces rapports-là à cause de la structure du programme. Alors peut-être à quoi tu fais allusion, Lisanne, c'est le fait que vers, je crois, 76, 77, si je me souviens, on a reçu une commande directe de l'université pour nous demander de restructurer notre enseignement avec, de l'harmoniser avec le système des cours à 3 crédits. Comment ça fonctionnait avant que ça soit changé? Ben, je, je pense qu'il y avait une sorte de sensation de communauté artistique dans l'école parce que l'étudiant était engagé dans une même activité pendant des périodes très prolongées. L'enseignement était en équipe, c'est-à-dire que l'approche pédagogique était fondée sur trois approches, 3 secteurs. À la différence des cours disciplinaires, comme je disais, l'enseignement était basé sur un peu comme on essaie de réinstaurer aujourd'hui d'ailleurs, les 3 secteurs d'expérimentation étaient nommés couleur, forme et mouvement. Et l'idée était que chacun de ces secteurs-là pouvait concerner toutes les pratiques artistiques, c'est-à-dire que la couleur peut concerner autant quelqu'un en peinture ou en photographie ou en sculpture ou en performance, quoique la performance n'était pas très présente à ce moment-là, c'est un peu plus tard. Alors, chaque secteur avait une équipe de professeurs responsables, les étudiants choisissaient en première année, il faisait des blocs de 2 semaines, 3 heures par semaine plein. Je ne sais pas comment ça marcherait aujourd'hui. L'étudiant venait, disons, avec l'équipe en forme. 2 semaines. Ensuite, le groupe partait, disons, en couleur pour 2 semaines. Le groupe qui était en mouvement venait en forme. Il y avait une rotation de 2 semaines en 2 semaines. En deuxième année, l'étudiant choisissait un majeur puis un mineur. Alors, l'étudiant qui travaillait en forme venait dans son majeur, forme par exemple, pendant 3 semaines. Alors, on avait le temps de se connaître, vraiment entrer en profondeur dans le projet de l'étudiant, expérimenter des choses, peut-être organiser des événements particuliers parce qu'on avait beaucoup plus de temps pour s'organiser. C'était pas des petits cours de 3 heures. Et à la fin, l'étudiant travaillait une année sur une spécialisation sur le niveau des 3 secteurs. J'ai l'impression que ça fonctionnait bien dans le sens de responsabiliser l'étudiant. L'étudiant devenait vraiment avait une meilleure prise sur sa propre pratique que l'on aurait eu si on avait eu une approche très fragmentaire par Qui étaient les cours. les grandes figures d'enseignement? On sait qu'à l'école, il y a eu plusieurs Au début, des passages de grands artistes au Québec. Je suppose qu'il y a plusieurs réponses à cette question, mais je pense objectivement, c'est des gens de l'extérieur qui ont été invités à participer à cette structure-là. Il y avait notamment Ulysse Comtois qui amenait toute son approche qu'on associe à l'art cinétique mais à la question du mouvement en général dans les arts visuels, il y avait des déploiements dans plusieurs directions et autour de Ulysse, il y avait plusieurs profs qui sont venus travailler dans ce secteur-là, dont Gilles Mielzine, qu'on connaît encore très, très bien comme sculpteur. Il y avait Richard Sainte-Marie
René Taillefer, Anna Huchef, toute une équipe qui ont apporté vraiment un point de vue particulier. En forme, il y avait Roland Poulain, Claude Mongrain, il y avait, côté sculpture, il y avait moi, il y avait Nicole Jolicoeur, Paul Lacroix, que l'on connaît bien aussi. Et en peinture, il y avait Marcel Ferron, il y avait Marcel Jean, il y a Pierre Hamelin, il y a, Fernand Leduc était là brièvement au début. Georges Bogardy était là comme théoricien avec Michel Philippon. Je ne sais pas si tu te souviens de Michel ouais, voilà. Donc, dirais-tu que cette approche que tu appelles Phénoménologique. fait la singularité de la formation universitaire distincte de la formation dans l'École des Beaux-Arts? C'était notre stratégie à nous. À ma perception des débuts de l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM, était une structure pédagogique à peu près identique à la structure qu'il y avait aux Beaux-Arts. C'est-à-dire que c'était une approche court comme pédagogique, basé sur des disciplines, des cours de peinture, des cours de gravure, des cours de même des disciplines pointues, sculpture sur pierre, sculpture métal. Est-ce que tu dirais que la structure qu'avait choisie l'École des arts visuels était unique? Est-ce que tu irais jusqu'à dire ça? À Chicago, à MIT, certaines écoles américaines avaient déjà tenté de repenser la structure de la formation en art de façon plus transversale par rapport aux techniques. Omer Perrin, j'aurais dû le nommer tout à l'heure, il était absolument fondamental dans le passage. C'était un homme extraordinaire d'ailleurs. Qui venait, c'est un ancien prof des Beaux-Arts qui a accompagné l'école dans le passage, et il était notre premier directeur. Et c'était vraiment une force positive, je me souviens, comme ouverture, comme volonté de piloter une école vivante qui se lançait dans une nouvelle aventure. C'était formidable. Et c'était un grand peintre. Ouais. Dans les années 80, c'est le passage au Casio. Donc, est-ce que... Pour moi, c'était une autre époque. Je suis parti 2 ans à Toronto. Quand je suis revenu, l'école était j'ai l'impression que l'école était engagée dans une nouvelle phase. On avait instauré un nouveau programme qui a répondu à l'exigence de l'université, à ramener notre formation à des cours de 3 crédits ou des cours à horaire fixe avec une ouverture sur d'autres disciplines. Que je pense qui était finalement une opération extrêmement intéressante et assez innovante dans des formules pédagogiques qu'on a développées dans la foulée de cette restructuration-là. Étant donné qu'on était obligé de diviser, disons, si on peut dire, la matière de notre enseignement, qui était en gros morceaux, la forme. Bon, mais comment on va subdiviser l'enseignement forme ou l'enseignement couleur ou en sections de 3 crédits de 3 heures? Ça forçait les gens à nommer leur contenu pour distinguer un cours de l'autre. Et dans le foulée de ce processus-là, toutes les différences de point de vue, toutes les différences idéologiques, artistiques que pouvaient représenter des profs de visions différentes ressortaient. De ce problème-là est issue l'idée qu'on pourrait penser l'enseignement en atelier, qui est notre fondement, de 3 manières différentes qui correspondent à 3 objectifs différents. On pourrait penser d'abord à l'enseignement technique. C'est vrai que même si on aborde l'art de façon transdisciplinaire, il faut quand même faire des choses. Ça prend quelques notions techniques. Et
Alors, il y avait toute une série d'ateliers dont l'objectif était essentiellement l'acquisition rapide de connaissances de base technique. On appelait ça des ateliers de type A. Euh, le type, une autre approche, et c'est là où était notre innovation, je crois, a été de dire que on n'arrivera probablement pas à s'entendre sur une description universelle des notions de base en art. Je pense que l'art qui se vivait à ce moment-là était extrêmement pluraliste, extrêmement varié, et que de affirmer que telle notion ou tel concept était fondamental aux autres, qu'il fallait maîtriser d'abord avant de procéder, on n'était pas capable de s'entendre sur ce que serait ces notions-là, ou même sur la pertinence d'une telle approche. Alors, on s'est dit, alors, ce qu'on pourrait faire, c'est développer ce que moi j'ai appelé à l'époque une approche mosaïque, où chacune de ces sections de cours de 3 crédits qui relèvent de l'un ou l'autre des grands secteurs devrait avoir une énoncé de principes où on définit l'approche théorique qu'on apporte à la matière qu'on demande aux étudiants. Alors, on appelait ça des ateliers dirigés ou des ateliers. Certaines appelaient ça des ateliers thématiques, mais où la distinction était que ça devait être assez clair dans quoi on embarque, quel est le point de vue que le professeur va apporter à son enseignement, et la relation de ce cours-là avec les autres cours va être une relation de différence. L'étudiant va pouvoir choisir en fonction du développement de sa propre cheminement, et il sera confronté à des points de vue différents des profs qui vont être clairement affichés. Et l'autre forme d'atelier, le troisième, était l'atelier libre où l'étudiant développe son projet personnel, mais avec la différence maintenant que c'est l'étudiant qui amène la problématique à l'atelier et le professeur l'accompagne, un peu comme une résistance, si on veut. Mais la responsabilité du contenu incombe à l'étudiant et on met en relation des différentes approches entre des étudiants. Alors, ça suppose la présence dans les ateliers, le débat, la comparaison, l'échange d'idées. Alors, il devait y avoir une complémentarité entre ces 3 types d'ateliers pour vraiment offrir à un étudiant une expérience à la fois d'apprentissage et d'engagement personnel. Mais à quoi je faisais allusion comme grande question pour moi dans les années 80, c'était les questions qui circulaient étaient, je me souviens de 2 grands soucis ou grands questionnements qu'on avait. C'était d'une part la question du virage technologique qui était dans les années 80 quelque chose d'émergent et dans notre cas pas du tout évident. Et la question se posait constamment, est-ce qu'on va adapter notre cursus et notre mode d'enseignement à l'arrivée de cette technologie-là et emboîter le pas avec ce qui semblait être le mouvement général de l'université? Ou est-ce qu'on allait, au contraire, résister à ça? Je pense que l'école a probablement, si on garde ça généralement, résisté à ça. Pendant une certaine période, on croyait que le virage technologique semblait disons, pas vraiment intéressant pour nous, pour ne pas dire une erreur. Et je pense qu'on a perdu un peu de temps avec ça. On a dû rattraper plus tard. Après ça, l'autre question était la question des études avancées. On était conscient que comme école autonome à l'université, sans études de 2e ou 3e cycle, on était un peu marginalisé et on avait de la difficulté à se connecter sur disons, la circulation extérieure à l'école, extérieure à l'université, et qu'il y avait beaucoup de réflexions sur comment on pourrait développer des études de 2e cycle qui n'étaient pas légion en art au Canada à cette époque-là. Ça aussi, c'était une relativement nouvelle chose. Alors, il y avait ces 2 grands questionnements-là. Et
maîtrise est arrivé? La maîtrise, la première année de la maîtrise était 92. On était encore à Caso. Oui, en Ce qui nous 92. amène graduellement à cette période où tu as été directeur. Tu as été directeur depuis quand? Moi, j'ai remplacé Pierre Hamelin en 91 et j'ai fait 2 mandats à la direction. C'est pendant mon mandat, le deuxième mandat en fait, à la direction de l'école que nous avons quitté le campus pour venir ici où nous sommes aujourd'hui à la fabrique. Alors, tu nous racontes l'histoire, David? Ah ben, il y a beaucoup d'histoires dans l'histoire. Moi, et je suis sûr qu'il y a plusieurs aspects de l'histoire que je n'ai jamais connus. Mais de façon très générale, on sait qu'à cette époque, au début des années 90, l'université était déficitaire en espace. Il y avait trop d'étudiants pour l'espace, les pieds carrés d'espace qu'on avait selon les normes du ministère de l'Éducation et certains départements ont reçu des invitations à réfléchir sur la possibilité de fonctionner à l'extérieur du campus, apparemment. Pendant cette période-là aussi, il y avait aussi, comme on sait, le maire Lallier et la Ville de Québec qui étaient engagés dans une réflexion sur la relance urbaine, notamment du quartier Saint-Roch. Nos conjonctions d'histoire, nos étudiants finissant du baccalauréat cherchaient un endroit pour monter leur expo des fins d'année, qui est une grande, des fins de diplôme, qui est une grande événement récurrent de notre premier cycle. Et ils ont su que, oui, on leur a suggéré d'approcher les responsables de l'édifice La Fabrique, qui était vide à cette période. Là, on sait que l'industrie qui l'occupait avait quitté la ville et on était à la recherche d'un acheteur et tout ça, et le bâtiment industriel était complètement vide, sauf le gardien qui attendait en bas à la surcharrée. Et à leur étonnement, on a accepté leur proposition qu'ils ont offert la possibilité de monter leur expo sur 2 étages de la fabrique, qui étaient absolument énormes. C'était des espaces à perte de vue, fenestrés, magnifiques, avec une ambiance industrielle du fin du 19e, début du 20e siècle. C'était formidable. Et leur exposition a eu lieu là. C'était un succès énorme en termes de visite du public. Il y avait plus de 1500, 2000 personnes au vernissage. C'était presque un problème en termes de circulation de monde. L'université a eu bruit de l'événement et j'ai reçu la visite du vice-recteur du service qui s'appelait à cette époque-là Terrains et Bâtiments, M. Dumais, qui m'a demandé si je serais intéressé par l'idée que l'école soit déménagée au centre-ville. J'ai vraiment sauté sur l'occasion. Pour moi, c'était un rêve inespéré. Ça n'était pas l'opinion de tout le monde, ni au département, ni dans la faculté. C'est sûr que l'École des arts visuels, à cette époque, avait un important secteur de design graphique qui s'appelait déjà communication graphique et qui cherchait à se développer vers les sciences de la communication et donc avait probablement tout intérêt à rester proche de leurs collègues en com et qu'eux étaient déjà établis assez fermement sur le campus. Alors, la section de communication graphique, une bonne partie ne voyait pas d'un bon œil l'idée de déménager à Saint-Roch, le doyen non plus.
qui voulait repenser un peu la structure de la faculté, qui avait d'autres problèmes et tout ça. Alors, il y a eu toutes sortes d'idées, de tentatives de repenser l'idée, mais nous avons tenu notre bout et finalement, ça s'est concrétisé assez rapidement. Il y a eu des négociations à l'interne au département pour calmer des inquiétudes à la fois sur les types de ressources qu'on allait avoir ici et aussi à surmonter peut-être quelques impressions qu'on pouvait avoir sur le quartier Saint-Roch qui inquiétaient quelques profs. Mais finalement, tout le monde a emboîté le pas et ça a été vraiment une expérience intéressante. Et je pense que notre arrivée dans le quartier a coïncidé avec plusieurs autres contingences, dont le lancement du projet de Méduse, que l'on connaît, qui attendait du financement du fédéral assez important. Et j'ai su par mes communications que le fédéral attendait pour voir si l'université allait vraiment aboutir avec un déménagement. Alors tout le monde attendait après l'autre. Je pense que la ville aussi aurait voulu insister beaucoup auprès de l'Université Laval pour s'impliquer davantage dans la ville de Québec. Pour ceux qui ont mon âge, on se souvient que la ville de Québec n'incluait pas la ville de Sainte-Foy à cette époque et on pouvait voir dans cette histoire, comment dire, une volonté de répartir les activités de l'université sur l'ensemble des villes de la métropole plutôt que simplement tout concentrer à Sainte-Foy. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont joué dans notre faveur, mais pour nous, c'était vraiment l'idée de injecter, d'insérer, je devrais dire, l'école dans le milieu de la création à Québec. On voyait vraiment comme excitante l'idée de sortir du milieu plus académique pour s'approcher du milieu de la pratique réelle et de la vie urbaine de tous les jours aussi. Et je pense qu'on a été nombreux à partager ce désir-là et je pense qu'on est encore sur cet élan-là. Et j'espère que ça va continuer.